Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Nous sommes dimanche 30 avril, dernier jour du mois d'avril. Demain, ce sera le 1er mai. J'espère que vous faites le pont, vous êtes détendus. En tout cas, c'est bien agréable de vous retrouver, surtout en présence de quelqu'un qui est sur le plateau pour la première fois. Je vous présenterai cette personne dans quelques instants. Auparavant, un retour en arrière. Samedi dernier, c'était Rachida Brakni et Gaëtan Roussel de Louis Attaque. Et puis le lendemain, c'était Patrice Lecomte, le réalisateur. C'est un duo ce matin sur le plateau. C'est Rachida Brakni, accompagnée de Gaëtan Roussel. C'est fou quand même, avec Louise Attaque, il y a eu 3 millions d'albums vendus. Qu'est-ce que ça représente? C'est un passeport pour la liberté qui est immense avec Louise Attaque. Il y a des disques, du coup, on s'est permis de ne pas faire. On s'est autorisé des pauses. La chose qui me vient toujours en tête, c'est que les gens viennent pas nous dire on aime ce que vous faites, ils viennent nous raconter ce que eux ont fait sur notre musique, comme une bande-son d'un moment. C'est comme si c'était demain. Comme si le soir venait le matin. Est-ce que vous vous sentez, vous savez, celle qu'on définit comme l'actrice chanteuse, ce qui est un peu désagréable à entendre? Oui, oui, évidemment, mais après, c'est pour moi le même métier, c'est de l'interprétation. Donc que je sois au théâtre, sur une scène de théâtre ou sur scène, finalement, j'ai la sensation de faire le même métier, d'avoir des textes en bouche et de les transmettre. Alors certains sont musicaux, d'autres pas, mais c'est la même langue. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Gaëtan, qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans la carrière de Rachida? Son envie de ne pas être dans un seul sillon, d'essayer d'aller un peu partout, sa curiosité. Et depuis que je travaille avec elle, la manière dont elle travaille, son sérieux. C'est quelqu'un qui met son ego au bon endroit. Donc s'il faut travailler, on a le droit de discuter, on a le droit de parler. Plus je découvre ce garçon, plus je l'aime. Non seulement plus je l'aime, et plus je découvre que nous avons des atomes crochus, mais vraiment, notre rapport au métier, notre rapport au monde, nos goûts, enfin, c'est assez troublant. C'est presque un négatif. Si vous étiez star du X, quels seraient vos noms de scène, Rachida? Curly Black. Je sais pas, ici et maintenant. Que feriez-vous si vous étiez dans la peau d'une personne du sexe opposé durant 24 heures? Moi, je boirais énormément pour pouvoir aller aux toilettes tous les quarts d'heure. Du coup, je boirai un petit peu aussi avec Rachida. Patrice Lecomte. Réalisateur, scénariste, metteur en scène et écrivain, c'est un cinéaste éclectique. La profession vous voit comment? Dans la profession, il y a une espèce de truc virtuel qui dit on a la carte. Arnaud de Pléchin, il a la carte. Il y a des acteurs qui ont la carte. Isabelle Huppert, elle a la carte, par exemple. Mais Danny Boone, il n'a pas la carte. Et moi, j'ai pas la carte. Je suis une espèce de mec un peu hirsute qui n'en fait qu'à sa tête. Et alors, de temps en temps, mes films sont reconnus et salués et récompensés. De temps en temps, on dit mais pourquoi il a fait ça? Mais moi, j'aime cette liberté. Et il vous arrive de tourner 52 fois la même scène? Non, jamais. Si la deuxième prise est bonne, on passe au plan suivant. Je ne vois aucune raison à faire 50 prises. Mais beaucoup de réalisateurs qui sont à votre place là disent au contraire, il faut pousser les acteurs dans leur retranchement pour obtenir le meilleur. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui aiment travailler dans le conflit. Moi, je n'y arrive pas. Parce que le conflit, si petit soit-il, me démolit, moi. Quand est-ce que vous vous prenez au sérieux? Ça vous arrive? Jamais. Plutôt crever. Parce que c'est trop dangereux, quoi. C'est-à-dire que le jour où vous prenez au sérieux et où un vent contraire vous ramène votre sérieux en pleine poire, là, c'est dur, quoi. C'est vrai que je donne volontiers une image de type léger, fantaisiste, prime sautier, appelez ça comme vous voudrez. Ouais. Ça cache sûrement des trucs pas noirs, faut pas charrier non plus, mais des trucs plus tordus. Oui. Avez-vous déjà regardé les SMS de votre femme, mais ça à son insu? Non, jamais. Non, ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et si jamais elle fait ça sur mes SMS, ça va barder. Avez-vous déjà disjoncté sur un plateau? Oui. Pour quelle raison? Une espèce de talkie-walkie qui marchait pas. Je suis rentré dans une rage folle et j'ai balancé le talkie à l'eau. Et c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Voilà, ça c'est Patrice Lecomte qui est là. On va parler d'un univers qu'on méconnaît, dont on ne parle que très peu ici sur ce plateau. Et pourtant, il nous intéresse. On est curieux de ce monde-là. Alors, vous allez vous présenter tout d'abord. Quelle est votre profession? Directrice artistique.
Votre situation familiale? Célibataire. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Mon métier, je crois vraiment. Et une devise? Vivre. Et votre prénom et votre nom? Bouchra Gérard. Bonjour Bouchra Gérard. Vous êtes directrice artistique de Lanvin, directrice artistique femme depuis mars 2016. C'est la plus ancienne maison de couture française encore en activité avec plus de 300 salariés. Bonjour. Bonjour Catherine. Est-ce que lorsque l'on se présente à la télévision, on prête attention à ce qu'on va porter? Oui, mais un petit peu comme tous les jours finalement. C'est une tenue quotidienne chez moi. Mais il faut que ce soit représentatif de la maison qu'on incarne? Oui, je voulais mettre du bleu. Du bleu pour Jeanne Lanvin. Parce qu'elle aimait le bleu. Oui, oui. Elle cristallise à elle seule cette couleur-là dans la mode et dans l'histoire de la mode. Alors, est-ce que vous aimez les surprises? Oui. Ouf, ça tombe bien. Oui. Il y a quelqu'un qui nous attend, qu'on va retrouver dans quelques instants, qui est une personne délicate, originale, singulière. Bon, je vous en dis pas plus. Elle sera avec nous pour vous, essentiellement, mais ce sera à vous de la reconnaître. Avec grand... Bouchra, ça signifie bonne nouvelle en arabe. Oui, Est-ce c'est que vous vrai. avez le sentiment de porter bien ce prénom? Heureusement que je n'y pense pas. C'est le prénom que m'ont donné mes parents et je ne me suis jamais questionnée sur lui. Mais ce qui est très beau dans la langue arabe, c'est que chaque prénom signifie quelque chose de joli. Voilà. Vous parlez bien l'arabe? Non, comme une petite fille de 3 ans. Je crois que ça s'est arrêté à peu près là. L'enfance, c'est un bon souvenir pour vous ou pas? Mais merveilleux. Ah C'était oui. à Cannes? Oui. Une enfance ensoleillée, vraiment. Par les couleurs du Sud, ce soleil constant, la mer bleue. On était souvent dans le champ, à jouer avec les petites copines, mes frères et sœurs. C'était, Que faisaient vos parents? Alors, mon papa était plâtrier maçon, travaillait sur les chantiers. Il a construit les plus belles villas du Super Cannes. J'en suis super fière parce que parfois, il nous promenait le week-end et il nous montrait en fait ce qu'il avait réalisé. Et je suis fascinée par l'idée de la construction en elle-même et tout ce qu'elle symbolise, vraiment, ouais. Alors, tous deux, ils venaient de Fès, hein, ça, dans les Oui. années 50. Vous êtes d'origine marocaine, mais vous êtes française, bien Oui. sûr. La question des racines, ça a une résonance particulière pour vous ou pas du tout? Oui, parce que je pense que l'important est de savoir d'où on vient constamment et que tout ceci occupe mon cœur et mon âme de toute façon. Voilà. On a reçu beaucoup de douceur et d'amour des parents. Vous dites que vous êtes remise en question au décès de votre père. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui? Le jour où il est parti, j'ai compris qu'en fait, il faisait partie de moi et que je crois qu'il n'est pas parti quelque part, parce qu'on porte ses parents. Voilà. Quel type d'éducation ils vous ont donné? Oh, vous savez, très simple finalement, d'être, oui, droit et honnête. Ça, c'était une chose vraiment très importante pour eux. C'est-à-dire, vous le rabâchez Non, Non. mais c'est-à-dire qu'il y avait une vie, notre vie d'enfant dans la maison. Une fratrie de 7 enfants. Ouais, on était 8 à la base. Et c'était juste une éducation très simple et très droite et surtout remplie d'amour, quoi. Et le fait qu'on ait été nombreux petits et que maman était souvent débordée par nos joies, nos cris, chacun vivait sa vie, eh bien, chacun a grandi vraiment tel qu'il était parce que chacun avait sa propre place dans la maison. Et ça, c'est important. Et Vous étiez l'avant-dernière en plus. Oui. Alors comment on arrive à trouver sa place, se distinguer des autres? On a du mal, hein. Petite, on a vraiment du mal parce qu'on n'a pas, on n'est pas sur le piédestal de la toute dernière, ce qui est un petit peu normal dans le schéma normal familial. C'est souvent plus protégé. Absolument. Mais en même temps, j'en ai fait une force, je l'ai transformée en force parce que un peu, je me mettais un petit peu à l'écart et un peu isolée simplement parce que j'adorais l'activité de dessiner, de coudre, de passer du temps dans les jardins avec les insectes, les oiseaux, les animaux. C'était, je m'étais fait mon monde en fait. Et ça, c'est formidable. Vous étiez habillée comment? Alors ça a l'air bête hein, comme question. Mais est-ce que ça avait de l'importance, le vêtement? L'apparence. Je pense que de toute façon, oui, parce que j'ai souvenir d'une chose très jolie, en fait. En chaque début d'année scolaire,
Je faisais donc partie des 3 petites dernières, en fait. Hein. Maman nous emmenait dans 2-3 magasins à Cannes et elle nous achetait la même chose dans des couleurs différentes. Et vous aviez le droit à quelle couleur? C'était terrible, du rouge. C'était terrible. Depuis, vous n'en portez plus. Alors, je n'en porte pas, mais je l'ai énormément travaillé dans la mode. La personne qui m'est réconciliée avec le rouge, c'est Christian Lacroix. Donc, c'est des années plus tard. Vous dites on n'est pas obligé de venir quelque part, de quelque part pour être et devenir ce que l'on est. Alors, quel a été le déclic pour vous de partir déjà sur Paris? Bon, la capitale, Oui. vous connaissiez personne, Non. j'imagine, ou très peu de monde. Ouais. C'était quoi? C'était l'ambition? J'ai toujours pensé faire ce métier sans avoir la conscience des métiers de la mode. Et je pense que la conscience, je l'ai prise, c'est extrêmement précis, pardon, mais j'en parle souvent. C'était à mes 17 ans, je me souviens, un journal télévisé, parce que papa était très sérieux et voulait connaître tout ce qui se passait dans le monde. Il était très branché sur l'actualité et nationale et internationale. Donc ça nous a aussi apporté une culture et une vision, mais oui, absolument, et de réfléchir au monde. Et j'ai souvenir d'un défilé en toute fin d'information de Monsieur Yves Saint-Laurent. Et là, je pense que pareil, autour de cette grande table où on était tous les enfants et les parents, j'ai fait un arrêt sur image. Et j'ai pris conscience que les métiers de la mode existaient et qu'un créateur, en tout cas, pouvait être au centre d'une entreprise et la rendre merveilleuse. Voilà. Femme de mode, vous avez voulu l'être, vous l'êtes. Votre itinéraire, elle est retracée par Julie de Mareuil-Boucherat. Boucherat Jarard est la preuve vivante que l'on peut réaliser ses rêves. À 24 ans, après un diplôme de l'École supérieure des arts appliqués, elle fait ses armes chez Gaultier aux bijoux. Puis elle rejoint la maison Balenciaga comme directrice de studio aux côtés de Nicolas Guéquière. Ensemble, ils contribuent pendant 10 ans à la relève de la maison. Après le prêt-à-porter et une expérience de haute couture chez... Christian Lacroix. La créatrice se lance en solo. Elle crée sa propre griffe, 13 défilés, un style intemporel et moderne. La mode est pour moi quelque chose de pas du tout orgueilleux. C'est quelque chose qui doit être accessible visuellement. Accessible, oui, et cela ne l'empêche pas en décembre 2013 d'intégrer le cercle très fermé de la haute couture, celui des Gaultier, Chanel et Christian Dior. Mais en mars 2016, la maison Lanvin la débauche pour succéder à Albert Elbaz. La voilà donc à la tête des collections femmes de la plus vieille maison de couture française, créée il y a 125 ans par Jeanne Lanvin. C'est ce que l'on appelle un sacré challenge. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre parcours ou vous dites j'aurais pu mieux faire? C'est étrange, mais je suis très émue en fait. Ah, par quel... de toute cette histoire. Ah, c'est très étrange. de cet itinéraire? Oui, pardon. Tout en concentré de quelques minutes, c'est très beau, quoi. Vous vous dites pas mal? Non, je me dis, mais quelle volonté, je suis folle d'avoir traversé tout ça. Et non, mais je suis vraiment... Avec des moments durs? Les moments d'une vie et les moments d'un métier exercé avec autant de sincérité et de volonté et de vouloir donner et apporter quelque chose. Parce que la mode, c'est ça, quoi. On ne la fait pas pour soi. En tout cas, moi, je ne la fais pas pour moi. Je la fais pour vous les femmes. Est-ce que vous préférez aujourd'hui ou vous regrettez vos 20 ans, 20 Ah, je regrette rien. Je mesure absolument ce chemin traversé jusque-là. J'espère que la route sera longue et que la vie me préservera. Avec quelle qualité? Mais d'être infiniment passionnée par mon métier. J'ai énormément de chance de l'exercer et d'être partie, comme vous l'avez dit très simplement, de rien, d'une envie. D'une envie, d'un désir, et d'avoir suivi un processus très méthodique qui est l'école, le stage et l'exercice d'un métier où on va gravir tous les échelons d'une maison de mode à travers différentes maisons, quoi. Dans un univers, vous le qualifieriez comment? D'impitoyable? Non, j'ai pas envie de parler de la mode comme ça. C'est caricatural. Ouais, c'est caricatural. En revanche, c'est vraiment des métiers où on travaille énormément. Mais énormément. On croit que c'est des paillettes et des choses comme ça. Mais non, en fait, moi, je ne le vis pas du tout de cette façon-là. Et je crois qu'aucun créateur ne le vit de cette façon-là. C'est quand même des métiers à responsabilité, où on est entièrement impliqué. On a beau rentrer chez soi le soir, on continue de travailler. Moi, je suis quelqu'un qui travaille du cerveau tout le temps, quoi. Tout le temps. Mais c'est fascinant. Je continue mes créations dans la tête quand je n'ai plus de papier, de crayon ou
mes ciseaux, mes toiles et mon Stockmann. Quoi. C'était quand même gonflé de votre part de créer votre propre maison. Vous l'avez créée. Qui est-ce qui vous a aidé à financer cette maison de couture? Déjà, c'est de l'audace, je crois. Ça a été complètement audacieux. J'ai pas trop réfléchi et pourtant, je suis quelqu'un de autant dans l'imaginaire et autant les pieds sur terre. Et c'est cette harmonie-là qui fait la fille que je suis et qui ne rêvasse pas tout le temps. J'ai ouvert ma maison de couture à un moment de ma vie où la maison Lacroix quittait son couturier et fermait. Et je me rendais compte que j'avais passé 20 ans dans la mode et il fallait que je fasse un point. Et j'ai commencé très simplement en étant indépendante pendant 3 ans. Mais c'est ça qui vous a plu. Mais la j'ai liberté. adoré. Mais vous savez, c'est une forme de liberté où on est extrêmement responsable parce que on travaille avec des fournisseurs, avec des façonniers. J'ai adoré alors que j'avais lâché des postes de direction de studio et haute couture et prêt-à-porter. Et j'ai repris la base au métier, à la fiche technique, au nombre de métrages qu'il fallait d'une matière première, à combien ça allait... Et j'ai appelé mes fournisseurs et mes fabricants et en leur disant, voilà, j'ai de quoi commencer. Est-ce que vous me suivez? Puis on a démarré comme ça. Et comme j'ai toujours honoré mes engagements, ces personnes m'ont suivi pendant 7 ans. Donc c'est 13 défilés de haute couture, mais c'est 26 collections, puisque je faisais du prêt-à-porter et de la haute couture. Ouais, alors, quand on vous écoute, Bouchra, on se dit formidable, elle doit être tellement heureuse, elle avait sa maison de couture, vous étiez membre permanent de la haute couture. Ah oui, alors ça... Oui, et puis en 2016, donc il y a 1 an, vous rentrez chez Lanvin. Pourquoi? Parce que je pense que c'était sur mon chemin, que quelques mois et quelques années auparavant, je commençais à me préparer à mon avancée future. Et comme j'atteignais une limite, un seuil dans mon indépendance, qui m'a permis mais vraiment de m'épanouir, d'exercer un style que j'étoffais davantage, d'agrandir les collections, je me suis dit, mais à un moment, je vais être limitée dans cette capacité que j'ai, 1, besoin d'exprimer, 2, de donner. Il me faut un espace plus grand. Donc on m'a approché, plusieurs entités m'avaient approché 2 ans avant que je dise oui à la maison Lanvin avec grande fierté. À ce moment-là, c'était Albert Elbaz. Oui, bien sûr. Albert a occupé l'espace de la maison pendant 14 ans. Et un jour, on m'appelle, et comme pour tout un autre rendez-vous, j'y vais. Et puis là, je ne sais pas, il se passe quelque chose. C'était l'histoire d'une femme, c'est l'histoire d'une maison qu'un garçon formidable a fait rayonner. Mais Bouchra, est-ce que ce n'est pas un cas de conscience de prendre la place de quelqu'un? D'abord, on ne prend pas la place de quelqu'un. On arrive sur le chemin et sur la route. On va occuper l'espace dans une maison de couture, mais à la suite d'un enchaînement de personnes qu'il a finalement occupé. Est-ce que vous avez l'impression d'être tout aussi libre? Parce qu'il y a une actionnaire, oui. une actionnaire chinoise. Oui, qui, Madame Wang. Voilà, qui détient 75%, hein, c'est ça de moi, je ne sais pas trop, ouais. Mais elle est actionnaire majoritaire et propriétaire de la maison. Alors, est-ce que c'est elle qui peut vous dire non, ça ne va pas, moi, j'aime pas ce que vous faites? Est-ce qu'elle peut vous donner des consignes, des ordres? Est-ce que vous êtes tenu d'être apprécié par votre actionnaire? J'ai un cahier des charges et le plus important pour moi, c'est qu'on reste tout le temps dans un échange et un dialogue constructif pour la réussite de ce projet. Est-ce que c'est pas sa danseuse un peu, la maison Lanvin? Parce qu'elle avait dit à un ami qu'elle avait acheté en fait Lanvin parce que pour épater l'un de ses amis. Ah bon? Alors moi, je suis pas au courant de cette histoire. Oui. Mais vous savez, je regarde cela. C'est une femme qui a acheté une maison de couture française. Faut y aller, quoi. Faut y aller pour acheter une entreprise. Vous savez que c'est très compliqué quand même ici, en France, chez nous, de monter une entreprise, de lui suffire, d'engager plein de monde, plein de salariés. Alors rien que pour ça, on va la respecter. Plus de 300. Plus de 300 à la femme, oui. Première interview, je voudrais que vous regardiez ce document. C'est une archive de 59, c'est Coco Chanel. Elle parlait, mais c'est incroyable, c'est d'un modernisme, elle parlait de sa satisfaction à voir ses créations copiées. Ah, j'en suis ravie. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. À mon sens, car il n'y a pas de style en France. Vous ne m'avez pas posé cette question, mais enfin, je vous dis que c'est un des problèmes aussi. Pas le mien, mais celui de la haute couture, c'est la peur insensée de la copie.
Il faut être... Alors que pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie, sans imitation. Est-ce que vous êtes d'accord avec Coco Chanel? C'était en 59. Elle est géniale. Elle a compris vraiment beaucoup de choses avant. Il n'y a pas de succès sans copie. Mais oui, elle a tout à fait raison. Et moi, je le partage complètement. Dès lors où sa propre mode descend dans la rue, c'est que c'est déjà un pari gagné. Ouais, c'est bien. Ça veut dire que vous suscitez le désir. Et que comme tout le monde ne peut pas acquérir une robe de luxe, une veste, un tailleur pantalon, un smoking de luxe, il va pouvoir l'avoir dans la copie. Dans la copie et dans la rue. Ce qui est très beau, c'est que... Et c'est dans la découverte que j'ai de Jeanne Lanvin que je fais un peu plus chaque jour, à chaque fois, mais sans rassasier mon cerveau. C'est-à-dire que je vais à sa rencontre, qui est la rencontre de son histoire, parce qu'elle m'intéresse énormément. Elle est arrivée, elle est merveilleuse. Elle est arrivée 20 ans avant Coco Chanel. Je ne le savais pas. Hein. Elle est arrivée 20 ans avant Coco Chanel. Elle était pionnière. Elle était pionnière. Elle a commencé, elle aussi, sans moyens, par faire des chapeaux. Ça veut dire qu'on a besoin de très peu de matières premières, mais d'être un vrai génie déjà, un vrai talent, et être extrêmement créative. Et l'histoire de Jeanne Lanvin, qui a occupé 40 ans dans l'histoire, de son vivant, je veux dire, pardon, qui a occupé 40 ans de l'histoire de la mode française, c'est inouï le nombre de personnes qu'elle a influencées, de couturiers qu'il a respectés, donc ses confrères la respecter. Là où Coco Chanel a été très forte, c'est que, pour moi, c'est elle qui a initié le marketing. C'est-à-dire se montrer et être sa propre publicité. Là où Jeanne Lanvin travaillait chez elle, mais du matin au soir, entourée de ses amis, et avait une vie extrêmement discrète. C'est-à-dire qu'elle influençait par le travail qu'elle exposait, ses créations, alors que Coco avait les mots en plus et cette espèce de ton. Moi, j'adore ces deux femmes dans la mode. Je trouve qu'elles deux, c'est génial. Alors, discrète, ça vous ressemble bien. Travailler du matin au soir, ça vous ressemble aussi. On est allé dans cette fameuse maison Lanvin, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Et c'est Julie Maroy et Anne Rousselet Blanc qui vous ont accompagné ce jour-là. Nous sommes au 4e étage de la maison Lanvin. C'est un endroit magique. J'ai toujours aimé les ateliers. Bonjour à tous. Depuis que j'ai ouvert les yeux sur la mode, en fait. C'est là que se réalisent les choses et c'est là où on sent que sa vision, son idée est respectée avec soin, accompagnée. Et c'est là où on sent qu'on fait les choses ensemble, en fait, qu'on fait les collections ensemble. Il y a une richesse ici humaine et de savoir-faire absolument fabuleuse. Les faiseurs me touchent beaucoup. Monsieur Antoine. Comment allez-vous? Très bien. En forme? Très bien. Voilà, une des plus jolies mains de l'atelier. En fait, ils sont tous super. Mais alors, ce monsieur m'a touchée. Il fait partie de ces personnes qui travaillent depuis des années dans la mode et qui donnent tout leur savoir-faire et leur amour tel qu'il me l'a exprimé, mais de vive voix. Vous m'avez fait fondre juste avant le défilé. C'est super, c'était pas le moment. On dit qu'il parfois, faut pas d'affect dans le travail. Je suis désolée, je suis une boule d'affect. Donc, c'est comme ça. À bientôt, monsieur Antoine. L'amour que l'on reçoit et que l'on donne, c'est essentiel. Avancer froidement, c'est pas ma vie. Très bien, merci. Du positif, tout le temps, j'en ai vraiment besoin. Combien de personnes travaillent avec vous? Laetitia va pouvoir nous dire tout ça. On est à peu près 20 personnes en fixe. Oui. Et c'est vrai que pendant les périodes de collection, on arrive à monter jusqu'à 36 personnes à peu près. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci, vous? Très bien, merci. Nous sommes dans l'espace fourniture avec les doublures et les tissus. Je peux vous raconter l'histoire de chaque tissu, chaque moment. Chaque endroit réagit, quoi. Quand on fait des petits ourlets mouchoirs, on se retrouve sur 2 mm à piquer ou faire un petit picot. Mais en fait, tout ça, c'est de l'émotion pour moi. Souvent, je demande à Laetitia, mais qui a monté cette robe dans les ateliers? Ça me permet de ressentir les mains. Dans l'histoire de la mode, on parlait de la main de Jeanne Lanvin, de la main de Coco Chanel, de la main de Monsieur Saint-Laurent. C'est essentiel. Parce qu'on a tous une façon sensible de tenir un tissu ou de former un drapé. Et c'est quoi la main de Boucherat Gérard? C'est celle que vous découvrez dans mon travail. Nous essayons une robe, voilà, parce qu'on a une demande pour une personnalité. C'est une robe qui a défilé le 1er mars dernier et qu'on adore. L'inspiration première a été sur l'idée du lien, de la tendresse,
de choses qui s'enlacent comme ça. Je pense, Sébastien, qu'on ouvrira un tout petit peu le décolleté. Si on peut. C'est les moments dans la journée que j'aime le plus, en fait. C'est les moments d'essayage où on est au calme et on est complètement en alchimie tous ensemble. Et je me sens complètement couverte de la gentillesse de toutes ces personnes que j'aime. Est-ce qu'il vous arrive de porter vos robes et vos vêtements? Ça m'arrive, hein, même si j'aime la vie le plus simplement possible parce que je ne m'inspire pas de moi-même. C'est vraiment des choses qui se passent dedans. C'est plutôt les femmes autour de moi qui vont m'inspirer. C'est plutôt les regards de garçons sur les femmes aussi. C'est absolument magnifique. C'est pour ça qu'on crée, nous, les filles. Hein. C'est très, très beau. Les garçons sont ou mes frères ou mes amants. Et les filles, par contre, c'est toutes mes meilleures copines, quoi. On y va comme ça, Laetitia, non? Très bien. On finit et puis c'est bon. C'est parfait. Ben, merci à tous. Merci. C'était une jolie matinée. Merci. Merci. On sent qu'il y a un respect quoi, pour vous. Quand vous arrivez, bon, ça rigole pas, quoi. C'est la chef, quoi, non? Ah, je sais pas. C'est vous qui le ressentez. Moi, j'adore les retrouver tous les jours. C'est un vrai... Il y a une hiérarchie. Oui, mais on la respecte. On n'est pas obligé de l'exprimer. Elle se fait naturellement et pourvu que chacun soit bien à sa place. Votre petite taille, elle vous complexe par rapport aux mannequins qui font 1m90? Pas du tout. Pas du tout, parce que je leur demande tout le temps de se baisser quand je travaille sur elles et elles le font. Mais est-ce que c'est pour cette raison que vos mannequins souvent sont à plat, j'ai remarqué? Vous savez, à pas de talons. Vous savez, on a la vraie silhouette de la femme. Parce qu'à plat, on est juste un tout petit peu détendu. Et du coup, on peut créer de sublimes robes parce qu'on sait que si on se surélève, c'est encore plus beau. Là, par exemple, vous êtes à plat. Oui. Vous l'êtes alors, à 90%? Oui. Oui, puis je veux être toujours très, très à l'aise au travail pour être en mouvement, travailler, parler, être avec les gens. Ce sont vos baskets, en définitive, ça? Oui, c'est ça. C'est des chaussons qu'on a fait cet hiver, que j'ai adoré faire. Quelle est votre définition? Vous savez, on dit souvent la parisienne. Ça existe réellement par rapport à la new-yorkaise? Non, parce que d'abord, elle est indéfinissable. Et deux, j'aime pas trop l'idée qu'on définisse la silhouette de la parisienne. Elle est en trench, elle est en smoking, elle est en robe. Parce qu'en plus, elle vient de partout. Elle vient absolument de partout. Et c'est vrai que les New-Yorkaises adorent notre mode. Ça, c'est une chose. Ils disent qu'on est décontracté de façon très chic et élégante. Là où la New-Yorkaise a besoin d'être tenue dès qu'elle est dans des moments importants de son quotidien ou à son travail. Les robes 3 trous appuyées, les Américaines sont de grandes acheteuses de ces formes. Enfin, c'est désagréable d'ailleurs pour le reste de la France de dire la parisienne. On pourrait dire plus la française d'ailleurs. Oui. Moi, je trouve, absolument. Jamais vous vous dites, je fais un métier superficiel et futile? Non, mais vous plaisantez. C'est un travail de tous les jours, quoi. On a les mains, j'ai les mains dans la matière tous les jours et j'en ai besoin. Et est-ce que vous vous dites parfois, je fais aussi un métier pour nantis? C'est-à-dire? Pour des gens qui ont de l'argent. Non, jamais. Non, jamais, parce que la mode fait partie aussi de notre culture. Moi, je sais que je n'ai pas acquis de vêtements de grandes marques pendant mes grandes premières années. Ça ne m'a jamais privée d'aimer absolument la mode, parce que c'est une culture. De parler de coupe, de parler de qualité, de rendre les femmes belles, d'exprimer la beauté dans un monde très compliqué dans lequel on vit, c'est la moindre des choses. C'est une éducation qu'on apporte. Mais quand on sait que, évidemment, les vêtements peuvent coûter 5 000 euros, 10 000 euros, vous, ça ne vous crée pas des problèmes presque de conscience en sachant d'où vous venez? Mais jamais de la vie, parce que d'abord, ça porte son prix. Parce que la matière première a un certain prix, parce que le temps qu'on y met, etc., a un certain prix. Je veux dire, le luxe, c'est pas juste une chose, on la prend, on lui met une étiquette et un prix très élevé. C'est tout un processus, c'est toute une entreprise, Qu'est-ce qui peut, Bouchra, vous faire vous retirer l'envie, vous qui êtes une passionnée, retirer l'envie de créer? Ah ben, faut être vraiment très fort et extrêmement dur et méchant, ouais. Mais on me retirera jamais cette envie-là. Jamais. Quand vous partez comme ça de vos dessins, vous nous en avez apporté quelques-uns pour créer un vêtement.
Vous faites combien de croquis comme ça pour arriver à une silhouette qui vous plaît, qui vous convient? Je produis énormément avant de vraiment décider d'une forme que je partage aussi avec mon équipe, avec ma directrice de collection. C'est très important, c'est un travail qu'on fait en commun, surtout pour les premières parties de collection. Il y a la première partie et il y a la seconde partie qu'on appelle défilé et images. Celle-ci, elle est vraiment pensée en équipe. Ouais, ça c'est important. Est-ce que vous pouvez me donner 3 adjectifs que vous aimez entendre à la sortie de votre défilé? Respiration, beauté. Merci, c'est pas un adjectif, mais... Respiration. Ouais. Ça veut dire qu'il faut être à l'aise dans son vêtement, c'est ça? Non, ça veut dire que quand on présente et quand on organise un défilé, il est important d'offrir un bon moment. C'est une invitation qu'on fait, c'est un énorme travail. Et personne ne doit sentir ni la fatigue d'une très grande équipe, ni le stress d'arriver au bout et de... Voilà, il faut garder toujours la tête haute et donner ce moment, mais vraiment généreusement. Pourquoi vous choisissez jusqu'à présent, enfin pour Lanvin, oui. Vous avez choisi l'hôtel de ville de Paris? Parce que je trouve que pour la maison Lanvin, ça lui correspond parfaitement. Justement, c'est la plus ancienne des maisons de couture françaises. Et de se placer, attention, j'emploie ce mot avec douceur, au centre de Paris, c'est la moindre des choses qu'on puisse offrir à Jeanne Lanvin aujourd'hui, pour sa mémoire. Le cœur. Ouais. Le cœur de la ville. Hein. Ouais, absolument. Combien ça coûte un défilé? Ah, j'ai pas les budgets en tête. Mais c'est beaucoup d'investissements, en tout cas. Mais c'est 100 000, 200 000, 300 000 Non, on est dans des montants beaucoup, beaucoup plus élevés. Hein, ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros? Ça peut aller. Ça peut aller. Pour présenter combien de modèles? Nous sommes... le premier défilé que j'ai fait pour la Maison Lanvin, on s'était mis sur 51 passages, non 49, pardon. 49 passages. Sur le second, une quarantaine suffisait, c'était très bien. Mais c'est pas frustrant que ça dure si peu de temps? Le plus important, c'est pas de compter les minutes, de se dire c'est rapide comme une course de je sais pas quoi sportive. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une alchimie où il faut accorder le son, la musique choisie à un espace, à un rythme pour les filles, et que ça dure 10 minutes ou 20 minutes où on risque vraiment d'ennuyer les gens. Imaginez si votre collection est vraiment mauvaise, alors là, c'est l'enfer, c'est juste l'enfer. Mais si on occupe 10 minutes, que c'est efficace, qu'il y a une alchimie, une énergie positive, là, c'est formidable. Sans que les spectateurs regardent leur iPhone. Non, voilà, jamais. L'iPhone, il est en fait, les gens aujourd'hui, ce qui est dur, un jour, il faudrait qu'on arrête ça, c'est que les gens ne regardent plus, ils placent leur iPhone. Ça me gêne de plus en plus. Moi qui ai connu la période d'avant, je trouve ça un peu dur aujourd'hui. La reconnaissance de vos pairs, des journalistes, des critiques, c'est important pour vous? Ou vous vous en balancez? Je m'en balance pas. Il y a des plumes que je suis, parce que c'est justement des plumes, hein, des personnes raisonnées qui réfléchissent et qui réfléchissent dans un ensemble de monde de la mode. Du coup, c'est moi qui suis certaines plumes qui me suivent depuis déjà très très longtemps. Quoi. Alors, il y a quelqu'un au point qui vous suit depuis longtemps, c'est Fabrice Léonard. Il est journaliste de mode et il nous a apporté son point de vue. Si on devait situer Boucherat-Jarard dans le milieu de la mode en 2017, elle fait partie du cercle des créateurs qui comptent. Elle a imposé son style quand elle avait sa propre maison, avec des vêtements qui laissaient la part belle aux matières très luxueuses, un détail de la coupe incroyable. Je pense que c'est une des créatrices qui passe le plus de temps sur la construction du vêtement. Et puis une sorte d'élégance très parisienne. Enfin, j'ai quelque chose d'assez, à la fois assez net, mais quelque chose qui est très luxueux. Maintenant, chez Lanvin, on l'attendait beaucoup. Elle succédait à un créateur qui est Albert Elbaz, qui est quelqu'un que la presse a encensé, adoré, à juste titre, parce que c'est un créateur très doué, qui l'a remis Lanvin sur le devant de la scène mode. Donc je pense qu'elle a eu beaucoup de pression. À l'époque d'Albert Elbaz, la femme Lanvin était peut-être un peu plus exubérante. Avec Boucherat-Jarard, l'allure est peut-être plus sèche, nette, mais elle est
toujours aussi féminine. Elle utilise des matières incroyables, de la soie, de la dentelle, du satin, des robes très architecturées, la combinaison peignoir, pantalon de pyjama, mais revue et corrigée en satin, en soie. Il y a une certaine nonchalance également. Mais non, c'est une nonchalance élégante qu'elle a mis en place chez Lanvin. Elle a introduit une sorte de blouson avec une forme dite perfecto ou biker qu'elle a retravaillé sans manches, avec des manches, avec incrustation de différents tissus, avec des cols en plumes ou des cols en fourrure. C'est une autre vision de la féminité. C'est la sienne. En règle générale, que ce soit Boucherat-Jarard ou d'autres créateurs qui arrivent dans une maison, il faut leur laisser au moins 3 saisons, c'est-à-dire 3 collections, pour vraiment être à l'aise au sein d'une maison qui n'est pas la leur. En tout cas, je pense que c'est un mariage heureux. Elle est très déterminée. Elle sait très bien où est-ce qu'elle a envie d'emmener la maison Lanvin. Bon, 3 ans, pas plus. Vous êtes sur un siège éjectable, vous le savez, ça. Écoutez, mon métier, je le fais avec grand bonheur et j'emporte dans le positif tout le monde. Non, mais c'est une fierté pour moi. C'est merveilleux, hein. Bon, vous êtes d'accord avec lui. Auparavant, avec Elbaz, c'était peut-être un petit peu plus exubérant? Disons que c'est le regard de Albert Elbaz. C'est son style, c'est sa sensibilité et que je respecte énormément parce qu'il a occupé l'histoire de la maison pendant 14 ans. C'est énorme. Il a fait un travail énorme et extraordinaire qui a beaucoup servi la maison aussi. J'arrive après et j'apporte mon point de vue, bien sûr, de créatrice nouvelle pour la maison, mais de femme aussi. Voilà. Et je puise mon inspiration chez Jeanne Lanvin, ou le parfum que je ressens d'elle. Voilà. Comment on crée une légende? Je pense à Yves Saint-Laurent, vous en parliez tout à l'heure, à Karl Lagerfeld. Voilà. Est-ce que pour devenir une icône, il faut faire un peu de spectacle? Alors moi, je pense pas comme ça. Parce que même à Sonia Rykiel. Mais merveilleuse. Je pense que c'est surtout l'histoire de personnalité ou pas. Je crois que c'est surtout ça. Qu'on apparaisse ou peu, beaucoup ou peu, c'est finalement pas la question. D'être là en même temps, moi ça m'a toujours fatiguée parce que soit je préserve ma vie privée, soit je suis au travail. Et à mon travail, je crois que c'est surtout l'histoire de personnalité. Est-ce que vous pensez que la mode peut avoir un rôle, une influence sur la société? Oui, absolument. Et je vous regarde avec gravité tout d'un coup, comme ça, non? Je sais pas. Non, non, mais dans un monde qui peut nous sembler un peu compliqué, avec des médias qui nous racontent que des choses négatives, je crois que la mode aujourd'hui, plus que n'importe quand, a un rôle, en tout cas... moi, j'ai envie d'apporter de la beauté, de la fraîcheur, de l'amour dans ce que je fais. Voilà. Les marques qui présentent une mode islamique, alors on va en citer quelques-unes, H&M, Marks & Spencer, il y a Dolce & Gabbana. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, je pense pas que ce soit une mode islamiste, c'est ça? Islamique, pardon. Vous savez, il y a une grande partie du territoire mondial... le Moyen-Orient, il y a un très fort pouvoir d'achat. C'est elle qui achète la haute couture aujourd'hui, hein. Et depuis très longtemps. Il y a dans donc beaucoup vous dites de qu'il faut maisons, faire des concessions? Non, pas du tout. Dans beaucoup de maisons, il y a des demandes particulières parce que les femmes portent des voiles jusqu'au sol. Maintenant, qu'on le monte, qu'on fasse des campagnes, etc., franchement, rendons la mode universelle et... comme ce qui a été fait jusque-là et tout va bien, quoi. Chaque femme a le droit de s'habiller comme elle veut, selon ses coutumes. Parce que moi, je ne parle pas d'islamisme, je parle de coutumes et de régions du monde. Mais vous dites dans le privé. C'est-à-dire ne pas en faire de la publicité. Ouais, il n'y a pas besoin. Ça veut dire quoi, en fait? C'est pour qu'on parle plus de soi. C'est du marketing. À fond. Pardon. À fond. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la loi mannequin, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment appliquée sur la maigreur des mannequins, l'anorexie? Mais ça, c'est terrible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est terrible? Ce qui est terrible, c'est quand on vous présente, quand des agences de mannequins vous envoient des filles complètement anorexiques. Voilà. Il est déjà pour moi, mais dans ma conscience et dans mon inspiration profonde, de penser la mode
au travers de jeunes femmes de 17 à 25 ans, c'est, je pense pas, la femme que j'habille et qui soit mon inspiration. Vous savez, la période la plus dure pour moi, c'est quand le défilé approche et qu'il faut faire le casting. Je vais chercher des personnalités, des filles qui font le plus femmes possible. Ensuite, vous savez, c'est très pragmatique, il faut qu'elles rentrent dans la taille proto qui est un 36. Hein. Mais dès qu'on voit une forme de maigreur ou un truc, je supporte pas ça, j'aime pas ça. Donc vous êtes pour une loi? Oui, c'est bien. Ou j'en sais rien, j'ai pas réfléchi à ça. Mais en tout cas, vous excluez en fait les jeunes filles qui sont trop maigres. Non, non, parce que la sensualité que je tâche d'exprimer dans mon travail passe par l'envie, le désir d'habiller une femme. Vous savez, le fait d'être une fille créatrice, c'est que je sais, nous on sait, femmes créatrices, c'est comment on grandit, comment notre corps bouge. Ben, on fait le yo-yo parfois, on va pas se le cacher, hein. On grandit toutes de la même façon. Plus on grandit, plus il y a des choses qui se passent dans notre corps parce qu'on a vu notre maman, on a vu notre tante, notre sœur. On se cache pas, on se voile pas les yeux, quoi. On sait comment on grandit. Est-ce que vous pourriez être votre amie? Moi? Ouais. Ma propre amie? Ouais. Ah, on rigolerait beaucoup. Mais je suis une, déjà, ça va. C'est tellement dense. L'amitié a un rôle important pour vous? Très. Ouais. Très, 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 très important. Alors, je sais qu'au premier rang, en général, de votre défilé, il y a 3 personnes. Il y a Rachida Brakni, Ouais. il y a Keren Anne. Oui, merveilleuse. Et il y a Pascal Grégory. Ah oui, j'ai invité ce beau prince. Ouais. Eh bien, tous les 3, ils ont accepté de porter un regard sur vous, Bouchra Jarrah. C'est joli. Ça a été un coup de foudre immédiat. Un vrai coup de foudre d'amitié. J'avais l'impression de rencontrer une sœur. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle est à l'écoute de l'autre. C'est rare, hein. On a tendance à penser que le monde de la mode est un monde superficiel, superflu. Mais Bouchra, à elle seule, elle vous démontre tout le contraire. J'ai très bien connu Yves Saint Laurent. Et Yves Saint Laurent avait beaucoup d'imagination, mais n'était pas ouvert au monde. Du tout, du tout, du tout. Il était enfermé sur lui avec un égocentrisme très puissant. Elle, pas du tout. Je crois qu'elle est au contraire incroyablement ouverte à tout, à toute forme de culture et d'art. C'est quelqu'un qui est passionné de musique, de littérature, de peinture et qui est curieuse de tout. Sa poésie ressort et sa manière de voir les choses, de voir la vie, de comprendre la vie, de la savourer. C'est quelque chose de très très inspirant. C'est quelqu'un qui a un regard aiguisé sur le monde, sur la société, sur la femme. Je me retrouve totalement dans l'idée de la femme qu'elle propose et qu'elle imagine. En tout cas, c'est des femmes d'une force incroyable. Elle aime les femmes et quelles qu'elles soient, avec chacune leur corps différent, et elle aime les sublimer. Il n'y a que des femmes très fortes qui peuvent être comme ça, je pense. Ou des êtres très forts qui peuvent être tellement ouverts aux autres. C'est ça qui me l'a rendue extrêmement sympathique. C'est une amie exceptionnelle, fidèle. Elle donne énormément d'amour. Elle est intemporelle et à la fois tellement moderne. Elle est la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Le mot qui me revient tout le temps, c'est poésie. Elle est poétique. Être avec Bouchra, c'est vivre un moment dans un poème. Elle est directe aussi. C'est comme ses vêtements, il n'y a pas de fioriture. C'est brut, c'est simple. C'est beau. C'est une belle et vieille âme. Elle fait partie de l'humanité et elle est là depuis la nuit des temps, en fait. Je t'embrasse très très fort. Eh bien, vous serez toujours dans mon cœur. Je t'aime fort, ma Bouchra. Tu mériterais la lune. Tu mériterais la lune. Oh là là, mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Je sais pas, mais vous me touchez beaucoup depuis le début de l'émission. Il y a de l'émotion. Ben oui. Mais parce que c'est trop, c'est beaucoup. Vous pensez que vous ne méritez pas ça? Non, mais j'ai besoin de tellement donner ce que je fais. Je sais pas comment vous dire. On est dans une industrie, évidemment, on s'y applique, on donne le meilleur. Absolument le meilleur. Mais je suis très touchée par des mots d'amour, pardon. J'ai peur que ça se poursuive. Ah non. Je vais vous faire la séquence émotion. L'invité du mois, c'est... Dans l'émotion, c'est Bouchra. Non, je suis désolée. C'est trop, de toute façon. Tout ce qu'ils ont dit, c'est beaucoup trop. Il y a quelqu'un qui est sur ce plateau, qui va venir nous rejoindre. Il va falloir que vous découvriez qui est cette personne. Oui. Donc, vous allez poser
3 questions. Oui. Donc fermées. C'est-à-dire la personne vous répondra par oui ou par non, avec une voix qui va être déformée. Alors, quelle est la première question que vous voulez poser à cette personne? C'est une femme ou un homme? Vous êtes une femme ou un homme? Voilà. C'est ça? Vous êtes une femme? Oui. Ah, la personne a dit oui. Mais j'ai reconnu les lunettes et la coupe de cheveux. C'est Dany. La Dany. Exact, c'est Dany qui est avec nous. Oh, Dany. Bonjour Dany. Bonjour. Merci. Merci beaucoup d'être là. Je vous présente pas. Je l'aime, je l'adore. Oh, c'est une inspiration. Bon, alors vous allez m'expliquer, tout d'abord, pourquoi vous vous aimez. C'est beau le mot aimer, oh là là, ça fait du bien. Parce que déjà, ça fait du bien de le dire et de le partager. Et pourquoi j'aime et j'admire cette femme? Parce que son parcours, comme vous l'avez raconté, son parcours, sa façon d'être, et puis sa façon de fédérer les personnes qu'elle aime ensemble. Ça, c'est quelque chose, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Ça fait 1 an et demi qu'on rencontre Rachida, Karen, Étienne, Christophe, et on la porte dans tout ce qu'elle fait, parce que ce qu'elle fait, c'est magique. C'est une création. La créativité, moi, ça me bouleverse. D'autant que vous avez un point commun, vous avez toutes les deux étudié l'art. Un petit peu moins qu'elle, je pense. Oui, les Beaux-Arts. Vous, c'était à Perpignan? Oui, les Beaux-Arts, oui, bien sûr. C'est ça aussi qui vous relie? Ce qui nous relie, c'est peut-être qu'on a le ciel bleu, la Méditerranée, des origines, moi catalane, elle marocaine, et peut-être un petit peu têtue. Et puis, quand on aime, et puis on aime le dire, et on aime le montrer, et on aime le... Voilà, on fait des choses ensemble, toute la brochette de princesse, moi je les appelle. Vous connaissez bien le travail de Bouchra? Je le connais un petit peu, je suis fascinée par la haute couture, qui est quelque chose pour moi de très fort. Je trouve que c'est puissant de faire des collections comme ça, de pouvoir, juste par un petit déclic. Bouchra, elle a cette chose-là, elle fait des choses classiques, et puis il y a un petit truc, hop, qui fait la différence et qui fait que c'est une créatrice. Vous avez eu l'occasion d'entrer dans un atelier avec elle? Il n'y a pas longtemps, je suis venue la veille d'une collection. Oui, c'était ça, c'était très beau. Donc il y avait une fébrilité très grande, j'imagine? Non, c'était très calme, très serein, très concentré, très juste quand elle fait comme ça, peut-être, comme ça, c'est fascinant. Mais je pense qu'elle le fait et que ça fait partie de leur métier, ce regard et cette précision et cette douceur et ce charme. Vous, votre mère était modiste, me semble-t-il. Donc, votre maman était modiste. Vous avez aussi fait de la couture quand vous étiez enfant, un petit peu ce que nous racontait Bouchra aussi. Moi, j'ai fait de la couture parce qu'il n'y avait pas le prêt-à-porter. Donc, on découpait les pages dans Elle ou dans Jour de France, et puis on allait les faire dans un atelier de couture. Voyez. Mais à quoi ressemblerait un vêtement que Dany pourrait porter? Daniel, ça. Ouais, elle porte. Elle porte ce qu'elle veut. Est-ce que là, vous pourriez faire une silhouette qui ressemblerait à Dany? Ah là là, moi je suis insupportable quand je dessine. Vous savez, ça dure des heures. Oui, ça dure des heures. Vous l'êtes depuis le début, donc ça ne changera rien. Non, parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dessine? Ah oui, mais c'est pas mes feutres. Ah, j'en ai d'autres. Hein. Oh là là, qu'à cela ne tienne. Je suis piégée. Non, mais peut-être tu peux expliquer, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais... Un vêtement même de scène, qu'est-ce que ça pourrait être? Elle est très belle, elle adore tout ce qui est silhouette, tailleur, pantalon, Dany. Hein. Je me trompe pas, chemise, pantalon. Et depuis toujours, dans toute ton histoire artistique, tu as toujours porté des couturiers que tu aimais absolument aussi. Et voilà, le premier smoking, c'était Yves Saint Laurent. Après Karl, toujours. Ouais. Bon, ce sont des Vous le connaissez bien? Oui, je connais. Je ne vis pas intimement avec lui, mais c'est quelqu'un que j'admire aussi beaucoup. Vous n'avez pas travaillé pendant ce temps-là? J'admire beaucoup. J'ai la chance de les avoir rencontrés, de pouvoir avoir fait des choses avec eux. Alors, on se dit, quand on parle, pardon, Dany, de Karl Lagerfeld, on se dit que cet homme a une personnalité assez extravagante, alors que Bouchra, elle est complètement dans la discrétion. Mais en fait, c'est parce que vous me voyez discrète, en fait. Ah oui, je suis pas discrète, en fait.
Non, elle est... Vous n'êtes pas si discrète. est- Ah bon? Non, c'est vrai que je suis pas. En fait, je suis là où j'ai envie d'aller, en fait, mais je suis pas obligée de parler plus fort pour exister, quoi. Non. Non. Dany, vous avez écrit Pardon. ce livre qui témoigne d'ailleurs de vos souvenirs, de votre Ouais. itinéraire, La nuit ne dure pas. D'ailleurs, vous parlez pas mal de vêtements aussi dans Oui, le parce livre. qu'il me semble que quand on a 15 ans ou 16 ans, là maintenant, encore aujourd'hui, même plus petit aujourd'hui, tout le monde de nos jours fait attention à la mode des t-shirts, ne serait-ce que ça. Ils sont après copiés. J'ai entendu que vous parliez de la copie, comme Coco Chanel l'a dit, mais c'est fantastique parce qu'on peut rêver. Il est impossible de s'acheter des robes de haute couture. D'abord, il n'y a pas les moments pour les mettre si on n'est pas ou princesse ou si on n'a pas ou si on n'est pas reçu, je sais pas où. À Cannes. Oui, on peut pas les mettre dans la rue ni pour sortir le soir nulle part. Donc Oui. c'est bien d'avoir des choses qui ont une forme ou un mouvement ou une identité et qu'on puisse les mettre. Vous diriez même que vous êtes, vous savez, alors c'est un peu péjoratif, mais fashion, modeuse. À moi, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que je m'habille. Enfin, je sais pas. Non. Et pourtant, Si. on vous a copié. Ah, vous pensez ça? Ah, vous avez un style. Ah, peut-être. Ah, elle oui. inspire terriblement. Je sais pas. Pourtant, je porte des choses. Bouchera toujours. Non, mais c'est un concentré, Dany. C'est sa silhouette, c'est c'est sa du temps. voix, c'est son art, c'est l'amour qu'elle porte au monde, parce que c'est vraiment ça, Dany. Comme elle est aimée de ses pères. C'est des très artistes. embarrassant. Arrête. Étienne Dao, c'est magnifique ce que vous avez fait ensemble. On voit bien la hauteur de l'inspiration que tu suscites. Dany, il y a une actualité, ça va paraître début juin, c'est un album. Vous êtes 13 femmes Oui. à chanter, à interpréter Barbara. Oui, c'est Ouais. une idée de la maison de disques pour un hommage et c'est très intéressant parce que ça a été revisité par Edith Fanwena, qui est une guitariste d'Étienne, justement. Et elle a revisité tous les morceaux exceptionnels de Barbara. Ouais. Et vous allez voir, c'est pas mal. Et notamment, si la photo est bonne, ouais. bonne. Qu'on m'emmène ce jeune homme. Ah, vous l'avez Si déjà? la photo est bonne. Ah bah dis donc. Si la photo est bonne. Si la photo est bonne. Qu'on m'emmène ce jeune homme. Elle est drôle, cette Si chanson. la photo est bonne. Moi, j'ai entendu hier. Barbara, ce sont les 20 ans d'ailleurs de Oui, c'est cette ça. disparition. Hein. C'était en 97. Ouais. Ouais, Barbara. C'était bien, non, de vous réunir toutes les deux? Oh, merci beaucoup, Catherine. Vraiment, merci. J'adore Ouais, merci. cette- Vous voulez nous montrer le croquis? Oh, je ne vais pas l'exposer, mais c'est une illustration, voilà. Dany, Ça m'ira très bien. Dany est là et pas là en même temps. J'adore, elle est comme ça. C'est ça, c'est une moitié C'est d'elle-même. une femme qui, elle ne pèse pas dans une relation d'amitié. C'est que de la bienveillance. C'est tout ce que j'aime des êtres. Cette boule de bienveillance. C'est Une c'est présence l'enseignement. légère, une présence Ah légère. ouais. Puis je sais pas, quelqu'un qui vous donne envie de chanter, c'est quand même magnifique. Alors que moi, j'ai pas de son. Hein. Je n'ai pas de son. Et cette femme donne envie de voler, quoi. Dany, merci beaucoup d'être Rien. passée sur le plateau Thé au Café pour nous raconter Bouchra. Voilà, avec Merci, votre Catherine. prisme à vous. Merci. Je vous emmène dos à dos, Bouchra. Ah oui. Dos à dos avec vous et des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? J'aimerais terriblement une femme. Le mot d'amour, selon vous, le plus sensuel? Sensualité. Votre fond d'écran sur votre smartphone? Mon neveu, Orion. Quelle personnalité vous rêvez d'habiller? Johnny Hallyday. Votre juron préféré? Dans le Sud, on dit putain, je suis désolée. Vous assistez au défilé d'un ami couturier, puis vous n'avez pas du tout aimé. Qu'est-ce que vous lui dites après? Je l'encourage à aller plus loin. L'indispensable à avoir, selon vous, dans son sac à main? Ouais, je suis désolée, son téléphone. La phrase hypocrite que vous entendez le plus dans votre milieu? Quand on vous répète trop que vous êtes exceptionnel. Le métier que vous n'auriez jamais pu exercer? Alors, je crois travailler dans l'administration. Oh,
Je crois que c'est quelque chose qui me pèse beaucoup, quoi, d'être assis tout le temps à un bureau avec un écran. Que feriez-vous s'il vous restait un jour à vivre? Oh, je vivrais tout ce qui est possible et inimaginable. Dans quelle tenue vous vous trouvez moche? Mon jogging le matin quand je vais courir. Quel est le comble, Bouchra, de l'inélégance? Oh là là, c'est quelqu'un qui est d'abord inélégant dans sa tête, quoi. Quel est le luxe dont vous ne pouvez pas vous passer? C'est d'avoir toujours mes espaces, mes moments de solitude. De quelle névrose voudriez-vous vous débarrasser? Parfois de l'impatience, parce que je semble calme, en fait. Dedans, ça va vite. Tabou. Quelle est la chanson qui vous rend joyeuse? Alors, j'adore, enfin, il y en a plusieurs, mais celle de Dominique A, Rendez-nous la lumière, est magnifique. On le savait. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. C'est beau, hein, ça. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On a eu la joie de l'avoir sur ce plateau. Il nous a interprété effectivement ce titre, Dominique A. Comme quoi vous êtes quand même bien sensible à la musique. Hein. Oui, énormément. Ouais. Énormément. Ouais, Elle est tout aussi importante que les moments de silence, en fait. Je voudrais saluer la personne qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. Il s'agit de Cathy Berton. Elle expose à Colorfield Galerie, place des Vosges, à Paris, dans le 4e. Elle est artiste autodidacte, ça doit bien vous plaire. Elle utilise, vous voyez, des photos anciennes ou personnelles qu'elle colle, elle superpose et elles sont ensuite rehaussées donc avec de la peinture, l'encre ou du tissu. Son nom, Cathy Berton. Ouais, elle est très forte. Hein, c'est très beau. C'est original, hein? Très. Ouais. Des morceaux de vie. Des morceaux de vie. Des fragments. Des fragments de vie, absolument. C'est plus joli. Ou des fragments de mémoire ou de souvenirs. Ça, c'est... Bon, je suis ravie que ça vous ait plu. Merci. On en sait un petit peu plus sur vous, Bouchra. Merci d'avoir accepté de vous dévoiler un petit peu. Merci infiniment de m'avoir Pas reçue. si timide que ça, en définitive. Hein. Oui. Oui. Non, je suis pas timide, en fait. Non. Je parle quand j'ai envie de parler avec grand plaisir, en fait. Merci. Samedi prochain, c'est Véronique Sanson. Oh, je l'adore. Ces chansons, alors là, on danse. Ah mais oui, on Dansons adore. tout de suite. On adore. Sur quoi, par exemple? Il y a une chanson comme ça qui vous vient à l'esprit immédiatement? Je vais vous fredonner l'air, et comme j'ai une toute petite voix qui chante très mal, ça va être compliqué. Celle où le tourbillon... Tu m'as dit que j'étais faite pour une autre vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je veux faire le tour du monde, la 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 la. J'adore. Bien. Bon, on lui présentera ce moment et vous pourrez peut-être aller sur scène, faire ses chœurs. Ne m'entraînez pas trop, j'y vais direct. Voilà. En tout cas, ce sera Véronique samedi et dimanche, l'académicien, l'écrivain Éric Orsena. Ah, merveilleux. Aussi. Ah, c'est super. Voilà. Vous regarderez? Ah, je serai au rendez-vous, Très comme à bien. chaque fois. Avec plaisir, merci. Merci. L'émission, elle est rediffusée, celle consacrée à Bouchra Jarrar. Elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr pendant une semaine, sur notre site et sur YouTube, notre chaîne. Voilà, vous ne pouvez pas la louper. On termine l'émission, si vous le voulez bien, avec un petit selfie. Oui, Alors, bien comme sûr. ça, bon, c'est une petite tradition. Oui, avec vous. Sympathique. Oui. On est d'accord? Ouais. Allez, passez une très très bonne journée et puis une très bonne semaine. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau Thé ou Café. Portez-vous bien surtout. Au revoir.